Quelle histoire absolument atroce, épouvantable. C'est arrivé en fin de semaine. C'est une mère qui a accouché d'un bébé prématuré, 34 semaines, un petit garçon. Et on l'a retrouvé, cet enfant-là, devant la porte d'une maison. La personne, elle a entendu cogner, elle a ouvert la porte, elle a vu ce bébé-là et aucune trace depuis de cette mère. Là, évidemment, il y a plein de scénarios qui sont sur la table. Est-ce qu'elle avait peur d'aller dans un hôpital ne connaissant pas le système de santé? Est-ce qu'elle avait prévu d'abandonner l'enfant comme ça? Est-ce que c'est parce que l'enfant était prématuré et qu'elle en voulait pas? On en parle avec Sophie Mongeon. Salut, Sophie. Bonjour. Évidemment, tu es avocate, donc pour moi, le point de vue que tu peux apporter dans cette discussion-là, c'est celui du droit. Cette mère-là, on la cherche lorsqu'elle va être interpellée. Quels sont les différents scénarios qui sont sur la table concernant le sort de cette femme-là? Bien, ça ressemble quand même un peu à la dame là, qui avait abandonné sa fille absolument. sur la barre de l'autoroute. Ça revient un peu au même principe. C'est arrivé cet été, ça? Oui, exactement. Donc, si cette dame-là est retrouvée, puis on voit que médicalement ou psychologiquement, elle n'est pas bien, bien, à ce moment-là, elle pourrait être déclarée non criminellement responsable, comme ça avait été le cas de l'autre dame. Donc, sinon, si elle n'est pas criminellement non responsable, elle pourrait être accusée d'abandon d'un enfant. Ça, c'est une peine maximale de 5 ans de prison. De négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, ça, c'est une peine maximale de 10 ans. Ou si l'enfant avait décédé, heureusement, c'est pas le cas, ça aurait été un minimum de 4 ans à la prison jusqu'à perpétuité. Donc, pour elle, les conséquences sont effectivement des accusations au niveau criminel pénal et aussi la déchéance de l'autorité parentale. OK, déchéance d'autorité parentale, parce que tu as fait toi-même le lien, je pense, qu'on doit faire, puis on va parler après de ces mères en détresse. Il y en a de plus en plus. Il me semble que l'actualité nous donne plein d'exemples de ça. Cette mère-là, on en avait parlé à l'époque, durant l'été. OK, d'accord, on va la retrouver, mais est-ce que quand elle va être jugée non criminellement responsable, elle va pouvoir retrouver son enfant? Parlons de ce cas-là. Qu'est-ce qui détermine ça, exactement? Bien, c'est la santé psychologique de la mère comme telle. C'est sûr qu'on va favoriser un maintien avec la mère naturelle et les parents naturels, ça c'est clair. Si on est capable de retrouver un père, c'est encore mieux là, dans ces circonstances-là. Mais effectivement, si on voit qu'elle n'est pas capable du tout de s'occuper de l'enfant ou elle ne veut pas le faire, bien, à ce moment-là, on va lui enlever l'autorité parentale, ce qu'on appelle la déchéance de l'autorité parentale, mais ça peut être aussi une partie, juste des attributs. Tu sais, garde, surveillance, éducation. Donc, on pourrait enlever que quelques attributs sans l'enlever au complet. L'enfant pourrait être pris en charge et placé dans des maisons, des familles d'accueil. Il y a 3 styles de familles d'accueil. Tu as la famille d'accueil régulière, là, où c'est temporaire, et tu as la famille d'accueil de type mixte, où effectivement, c'est souvent des enfants de 5 ans et moins. Donc, la famille peut recevoir cet enfant-là avec possibilité d'adoption à long terme, ou tu as la famille d'accueil d'urgence. Fait que selon moi, la DPJ a pris en charge l'enfant, a été placé dans une famille d'accueil d'urgence, le temps de faire la lumière sur les vrais parents de ce pauvre enfant. Mais y a-t-il un échéancier? C'est-à-dire que, par exemple, on retrouve la mère dans 2 jours. Et là, on l'emmène dans un institut psychiatrique. On fait vraiment le constat qu'elle ne va pas bien. Elle est prise en charge. Il y a un procès. Et là, on détermine qu'elle est non criminellement responsable. Est-ce qu'il faut qu'elle retrouve ses esprits en dedans d'un an? Quand tu parles de déchéance d'autorité parentale, est-ce que ça arrive au bout d'un certain moment, ça? Mais quand ça fait 4 ans que tu t'occupes plus de ton enfant, ça peut être considéré comme un abandon. 4 ans, OK. Donc, à partir de ce moment-là, même chose pour un parent. Tu sais, par exemple, je l'utilise souvent, on a un enfant ensemble, Rémi, ça fait 4 ans que tu t'en occupes plus du tout. Tu me l'apprends chaque fois, Sophie, en plus. Plus de son, plus d'image, je pourrais saisir la Cour supérieure et demander la déchéance de l'autorité parentale. Pourquoi? Ça me donnerait la latitude de prendre les décisions nécessaires sur l'éducation, la garde, aller en voyage, parce que tant aussi longtemps que tu as l'autorité parentale, je suis obligée de demander ton avis pour certains sujets. Donc, on peut avoir justement une déchéance sur un attribut, même si on a un enfant ensemble. Donc, l'éducation, c'est moi qui est en charge, tu n'as plus ton mot à dire. Donc, c'est à peu près ça là, qui pourrait arriver. Il y en a de plus en plus, des mères en détresse. Le cas par exemple, la fille de cet été dont on ne peut plus donner le prénom en ondes, ni même le prénom de la dame, mais on se rappelle de cette histoire-là. Ça avait vraiment secoué tout le Québec au grand complet. Il y a eu le rapport de la coroner Jeanne Kemel il y a quelques mois sur l'affaire de la petite fille de Grenby aussi. Ouais. Il y avait une belle-mère qui était dans ce portrait-là. Maintenant, la mère qu'on cherche de ce petit garçon de 34 semaines-là, ça n'arrête pas.
La détresse psychologique est très présente dans notre société actuellement. Je trouve ça un peu inquiétant. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Je le sais pas. Est-ce que c'est un manque de ressources? Je le sais pas. Est-ce que c'est le fait que de plus en plus de couples sont séparés, donc on se retrouve toutes seules, souvent les mères, vont se retrouver seules avec la garde complète des enfants, avec la pression financière? Ça non plus, je le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, je trouve ça très désolant pour les enfants là, qui subissent ce genre de traumatisme-là. Heureusement pour lui, l'enfant est jeune. Ouais. Et puis, s'il est pris en charge rapidement par une famille qui l'aime, il y a des bonnes chances qu'il y ait le moins de séquelles possible. Bon, là, parlons d'un sujet dont on parle souvent, toi et moi, de ces liens entre l'environnement et des maladies. Et quand je dis l'environnement, c'est l'endroit où vous vivez, où vous allez travailler. On parlait il y a quelques semaines de la sclérose en plaques qu'on retrouve beaucoup dans une certaine région en Estrie. Il y a beaucoup de cas, des gens qui ont grandi ensemble et qui ont tous attrapé cette maladie-là. Là, il y a un lien qui est reconnu là, désormais par des organisations officielles entre les pesticides et la maladie de Parkinson. Oui, surtout le glyphosate qu'on retrouve effectivement dans Roundup. Donc, on sait qu'actuellement, il y a eu beaucoup de contestations devant les tribunaux. On parle actuellement de 177 000 procès qu'il y a eu contre Bayer qui a acheté Monsanto, donc Roundup, en 2018, avec un montant là, dépassant des milliards de dollars, donc 16 milliards en règlement. Il reste encore, puis ça, c'est mes sources que j'ai prises d'informations américaines, donc ils sont pas mal plus au courant parce qu'ici au Québec et au Canada, on a beaucoup moins de poursuites actuellement contre Bayer ou Monsanto. Donc 177 000 poursuites, 16 milliards en règlement. Il en reste encore 61 000 poursuites qui sont encore pendantes. Et ça a tellement été caché que même les actionnaires de Bayer ont poursuivi Bayer pour dire « Nous, tu nous as pas donné exactement, tu as sous-estimé les litiges reliés à Roundup. » Donc, Bayer a dû payer 38 millions. Ça vient de se régler le 1er octobre. Les actionnaires qui poursuivent la personne morale de Bayer. Oui, parce que tu as sous-estimé les litiges que nous pourrions avoir. Donc, il y a eu un règlement actuellement en date du 1er octobre 2025 de 38 millions pour compenser les actionnaires. Là, par contre, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que la compagnie qui fabrique des produits qui polluent la vie des gens, qui la pourrissent, mais il y a aussi les fermiers, par exemple, qui utilisent un produit comme de Roundup sur leur terre. Là, ensuite, ça s'évapore, ça s'en va dans l'eau. Après, les gens consomment l'eau potable. Est-ce que, par exemple, on peut aussi poursuivre des agriculteurs? Bon, je pense pas qu'on peut vraiment poursuivre l'agriculteur, on peut poursuivre les fabricants. On sait que le glyphosate est encore autorisé au Canada depuis 2017 et en 2025, la Cour fédérale a ordonné à Ottawa de refaire ses devoirs. La Ville de Montréal l'a banni depuis 2022 et la Ville de Québec depuis 2024. Donc, je pense que tant aussi longtemps que Santé Canada ne met pas son pied à terre pour confirmer tout ça, ça va être un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai que c'est prouvé que les personnes qui habitent près de 500 mètres d'une terre où il y a eu justement de l'épandage, le risque se multiplie par 2,5 pour développer la maladie de Parkinson. On parle de maladie de Parkinson, lymphome non hodgkinien, ça c'est clair, la relation, le lien de causalité juridique a été fait. Là, c'est encore plus nébuleux, c'est pas tout à fait clair pour les tumeurs cérébrales, cancer de la prostate et les cancers de la peau. La CNSST, en 2021, sous la pression justement de travailleurs de ferme, ont ajouté dans le règlement de maladie professionnelle comme quoi que la maladie de Parkinson pouvait être reliée à une exposition à des pesticides, mais donc c'est inclus dans le règlement de maladie professionnelle. Le problème, c'est que la majorité des gens qui travaillent sur des fermes sont propriétaires de la ferme, donc ne sont pas couverts par la CNSST. Oh. Moi, j'ai un cas d'un client qui a été couvert par la CNSST. Il travaillait pour une organisation d'agriculture qui l'envoyait sur les fermes. Il a été en contact. Et lui, le montant qu'il a obtenu en séquelles, c'est 133 000 $ de dommages. Fait que c'est bien pour ceux qui travaillent, qui sont salariés, mais ceux qui sont sur les fermes, les travailleurs autonomes, eux autres, ils n'ont pas vraiment de porte de sortie financière de compensation. Ouais, là, évidemment, je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est pas mal mon devoir. Là. Il faut que je dise que l'échantillonnage a été mené donc en juin et juillet 2023, après les séances d'épandage dans les champs environnants. Quelle région? Là, écoutez bien, là, on parle de l'eau potable de Belleuil, Chambly, Farnham, Granby, Napierville, Saint-Jean, Sorel-Tracy, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Sutton. L'échantillonnage, on parle de 23 fois, ouais. Sophie, la concentration de glyphosate recommandée par l'Europe. Ça fait beaucoup de monde là, qui nous écoute en ce moment puis qui sont, je pense, en droit d'être un petit peu anxieux. Là. Oui, effectivement. Donc, si vous développez une maladie style Parkinson, lymphome non hodgkinien, ça, la relation est très, très claire. Pour d'autres maladies, c'est un petit
petit peu plus nébuleux. Mais effectivement, moi aussi, je serais pas mal inquiète. Et de plus en plus de maladies environnementales se présentent parce qu'on a les connaissances et pendant de nombreuses années, on a caché tabac, amiante, etc. Donc, ça, c'est un de plus à rajouter à notre panier de maladies cachées. Là. Merci beaucoup, Sophie. Là, on m'a dit que tu ne serais pas là jeudi. Non, je m'en vais à la Cour, au tribunal administratif du travail, un beau petit dossier d'emploi convenable. Donc, on s'en reparle quand même la semaine prochaine. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec Pierre Fortin, qui est président du syndic d'insolvabilité. Jean Fortin, on va parler de ces Québécois. Il y en a 1 sur 2 qui est à 200 $ d'être insolvable. On parle également de 17 % des Québécois qui estiment que leur situation financière est épouvantable. On va en parler avec lui. On parle également à Denis Trudel parce que rencontre importante entre Mark Carney et Donald Trump aujourd'hui. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Merci d'écouter le 99.5 Montréal.